Tu sais, on a fait un référendum en 95. 94% des gens ont voté, t'imagines? C'est des scores. Quand ça arrive, ça, souvent, c'est Dans qu'on est des dans des dictatures, ouais. dictatures. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Robitaille, chroniqueur à l'Assemblée nationale pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Bienvenue. Salut. Est-ce qu'on s'est déjà raconté la première fois qu'on s'est rencontrés? T'es pas passé à l'Assemblée nationale? Je t'avais fait visiter, non? Ouais. Oui, c'est ça, hein? Ouais. J'avais 16 ans. OK. 16-17 ans. J'habitais à Québec. J'allais au Cégep Garneau. Oui. Puis, je m'intéressais nouvellement à la politique. Puis, mon père, Oui. René Villemur, Oui. a dit je connais quelqu'un qui pourrait te faire vivre l'expérience, mais super. Mais tu sais, de la façon la plus le fun. T'sais. Puis, je t'ai accompagné à la période de questions. C'est ça, exact. Ouais. T'es venu dans les tribunes des journalistes. Ouais, puis moi, ce dont je me rappelle, puis ça m'avait vraiment fait plaisir à l'époque, puis aujourd'hui, ça me fait encore plus plaisir, c'est que tu m'avais vraiment fait vivre une immersion totale. Là. Ah oui? Non, mais c'est parce que, tu sais, mettons là, que tu as un métier spécial, puis ton métier est spécial, puis qu'il y a un jeune qui s'intéresse à ce métier-là, puis que là, il y a un père de quelqu'un qui t'appelle, puis qui te dit peux-tu y montrer les affaires? Normalement, la logique veut que tu y montres les affaires, mais tu y juste le beau. Ou tu sais, mettons, où on fait un petit effort pour soigner notre langage. Puis, moi, j'avais vraiment vu des affaires, je m'en rappelle encore aujourd'hui. T'étais venu dans le couloir, là. J'étais venu dans le couloir, Ah, oui. J'avais assisté aux conversations quand les élus partaient, puis que les journalistes commentaient, parce que vous avez des choses à dire quand ils sont partis aussi. Et oui. C'est tout un métier. C'est un milieu fascinant. Ouais. Oui. J'adore le Parlement. Je ne suis pas capable d'en partir. Il faudrait peut-être que j'aille faire autre chose dans la vie, là, mais je suis collé au Parlement depuis 20 ans. L'Assemblée nationale, souvent on dit que c'est une bulle. Moi, je trouve que oui, c'est peut-être une bulle, mais c'est une bulle qui est ouverte sur tous les sujets. Donc, on peut passer de, je sais pas moi, il peut y avoir une motion contre les centres de bronzage en passant par l'avenir du Québec jusqu'à, évidemment, aux finances du Québec. Les problèmes de la forêt. C'est ça, moi, qui me... Et comme probablement que j'ai un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, de changer de sujet comme ça, mais toujours avec au cœur l'intérêt du Québec et des Québécois, mais je trouve ça fascinant. Puis évidemment, les joutes politiques, c'est toujours très intéressant à avoir évolué quand on a étudié en sciences politiques comme moi. Il faut être un peu bizarre aussi pour triper là-dessus? Non, je pense pas. Non? Parce que ça touche tous les sujets. Il faut peut-être justement être intéressé par toutes sortes de choses. Puis, la politique, c'est marquant. Moi, justement, j'ai été marqué par l'élection du Parti québécois en 1976. J'avais, 8 ou 9 ans. Puis, j'ai vu mes parents qui étaient découragés, là, vraiment, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la maison là, cette journée-là. Mes oncles et tantes étaient là. Mon père avait mis une télé dans le salon, puis c'était la catastrophe. Je viens d'une famille libérale de Québec. On et devine, donc, là, c'était vraiment... Je me souviens d'avoir demandé à mon père, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le Québec va se détacher du Canada? Non, ils vont faire un référendum, il paraît. Donc, j'avais trouvé le débat fascinant. J'étais tout petit, hein, puis je me souvenais pendant longtemps, je me suis souvenu qui était candidat dans tel comté, puis j'avais gardé longtemps la page où j'avais noté qui était élu, qui était...
C'était comme une espèce de grosse page de bingo, là, donc, qui était publiée dans Le Soleil à l'époque. Donc, c'est depuis ce temps-là que je me suis toujours intéressé à la politique. C'est resté en moi. Puis tu as voulu faire ça, donc là, tu as pogné la piqûre, tu as vu tes parents. En fait, c'est peut-être ta première grande émotion aussi, c'est de voir. Ouais, Tu sais, on se pète la gueule en vélo, on a mal aux c'est genoux, ça. mais une blessure de l'âme, du cœur, de la tête, tu Ben, vois voir tes mes parents qui Ouais. étaient bouleversés par ça. Puis je demandais, c'est quoi ça? C'est quoi? Mon père m'avait expliqué. Il y a des gens qui sont élus. Puis, donc, je me souviens. Puis évidemment, dans ma famille, il y avait beaucoup de politique, c'est-à-dire dans la famille de ma mère, parce que mon grand-père a été député de l'Union nationale de 1956 à 60. Et il a même été whip de l'Union nationale. Caroline. Oui. Et c'était un homme très pieux et qui avait fait fermer des bars dans Charlebourg. Puis finalement, l'Union nationale s'était arrangée pour qu'il soit battu. C'est ce que ma mère m'a expliqué. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. J'avais une tante très politique, malheureusement. Elle aurait plus su. On n'en a jamais vraiment discuté. Mais la politique, ça avait été très, très dur pour la famille de ma mère. Ma mère avait un mauvais souvenir. Mais mes parents s'étaient engagés dans le référendum de 1980. Tu sais, je me souviens de voir mes parents revenir avec des macarons du nom d'un discours de Pierre-Éliott Trudeau au Colisée. Là. Un discours inspirant. Peut-être le discours mensonger. Peut-être le fameux discours. Je me suis toujours demandé si c'était pas là qu'il avait dit... Fini les folies, là? Ça, non, pas celui-là. C'est Trudeau avait dit un non, ça va vouloir dire un oui au changement. Oh, mon Dieu. Ce qu'il a fait, c'est le contraire. Alors, il y a le fameux discours de Trudeau, parce que Fini les folies, c'est dans les années 60. Mais il y a le fameux discours de Pierre-Éliott Trudeau, pas loin du référendum de 80, où il part de l'Ouest canadien, puis il s'en va jusque dans les Maritimes, puis il décrit chacune des provinces. Ah oui. C'est un discours qu'on peut retrouver dans Le confort et l'indifférence de Denis Arcand. Oui. Puis c'est là que tu vois c'est là qu'il parle des Rocheuses. Il parle des Rocheuses, il parle des forces marémotrices, puis de la potasse de la Saskatchewan. Puis c'est là que tu te dis... c'est moins inspirant. C'est sur le plan, mettons, du rêve et de la fantasmagorie. Ça marchait, hein? Oui, ça fonctionnait. Oui. Toi, est-ce que tu te vois comme un journaliste ou un chroniqueur? C'est quoi la différence entre les deux? Je suis toujours resté reporter, moi, dans l'âme. Mais j'ai un reporter qui, à un moment donné, à qui on a demandé de faire de l'opinion. Alors, c'était l'opinion du Devoir pendant 4 ans. J'ai été éditorialiste. Et là, évidemment, le matin à 10 heures, on avait une réunion éditoriale, puis on décidait qui allait écrire sur quoi, puis ce qu'on allait dire. Parce que l'éditorial, c'est ça. Hein? Ça traduit l'opinion du journal. On peut influencer cette opinion-là avec la nôtre. Moi, j'ai fait dire, par exemple, quand il y a eu le jugement Jordan, j'avais dit qu'il faudrait déroger. Je pense que depuis, la jurisprudence au Devoir a changé, mais... Oui, mais on va reparler du Devoir parce que tu n'es plus là. Tu es rendu au journal. Non, je suis plus là, puis c'est un journal que je continue à bien aimer quand même, qui a des grandes qualités. Mais c'est quoi, justement, en parlant de ça, l'éditorial, il y a toute une incompréhension là, ou une mécompréhension de ça. Moi, j'ai déjà eu André Pratt ici, par exemple, qui me disait, les journalistes avaient la possibilité de travailler sur ce qu'ils voulaient. Quand j'étais à la presse, l'éditorial, c'est l'éditorial, le journalisme, c'est le journalisme, les chroniques, c'est le chronique. Toi, tu dis, le journal a aussi une tradition de pensée. Raconte-toi ton expérience au Devoir. Comment ça se configurait tout ça ensemble? On vérifiait parfois, là, je blaguais avec jurisprudence, mais on vérifiait ce qu'on avait écrit sur tel ou tel sujet. Je me souviens, mon acolyte est toujours grand ami Dave Noël, qui était recherchiste avec moi et qui est devenu journaliste, et j'en suis très content. Dave, il vérifiait il me disait, là, la jurisprudence là-dessus, c'est ça. On en avait parlé le matin aussi avec Bernard Descoteaux, puis tous les membres de l'équipe éditoriale, puis on avait décidé d'une position. Moi, j'avais dit, je vais prendre position dans tel sens ou dans tel autre, mais ça a été... Moi, j'ai aimé ça. J'ai écrit des discours dans ma vie, donc... là, quand même, je trouve quand même que l'éditorial au Québec, c'est problématique. Je trouve qu'on ne devrait pas signer.
Devrait pas signer. Moi, j'aime la tradition des éditoriaux non signés. Non signé. Parce que justement, si c'est un groupe qui décide, ben, faut pas que ça soit signé. La Puis position de c'est tel une journal et sur puis tel on enjeu. dit souvent que c'est une tradition anglo-saxonne, mais il y a des éditoriaux dans des journaux francophones, dans Le Monde, qui sont pas signés aussi. C'est pas juste une tradition anglo-saxonne, mais chez nous, c'est comme de la chronique éditoriale quand Ouais. on fait de l'éditorial. Donc, est-ce que c'est court de dire la presse, c'est un journal fédéraliste, puis l'éditorialiste est fédéraliste, puis le devoir, historiquement, c'était souverainiste, puis ça fonctionne-tu de Ben, ça a même? été un journal très fédéraliste, Le Devoir, sous Claude Ryan. Ouais. Puis après, même, il y a eu des directeurs assez fédéralistes. C'est juste quand Lise Bissonnette est arrivée que la politique du journal a changé. Donc, il y a des épisodes comme ça dans l'histoire du journal. C'est très varié, en fait. C'est Pourquoi très t'as quitté varié. Le Devoir, toi? Pourquoi j'ai quitté Le Devoir? Ben, j'avais envie de faire autre chose, puis le journal me proposait de créer un bureau d'enquête. J'étais fasciné par l'enquête. C'était un des types de journalistes que j'avais pas fait. Et comme reporter, j'étais souvent frustré de ne pas avoir le temps de fouiller telle ou telle histoire. Là, on m'offrait de créer le bureau, d'en être un directeur à Québec, donc à l'Assemblée nationale, et de constituer mon équipe. Alors, je trouvais ça passionnant de faire ça. Puis, au Devoir, il y avait eu un changement de direction. Moi, il y a des choses que j'aimais beaucoup faire à l'époque. C'était notamment organiser des débats. Là, je ne pouvais plus vraiment en organiser à Québec parce qu'il y a quelques années avant, il y avait Josée Boileau, la directrice, la rédactrice en chef, en fait, qui avait dit il nous reste très peu d'argent dans le compte de banque. Faudrait, vous, chaque journaliste, qu'on trouve une façon de rentrer un peu d'argent. T'es journaliste qui devait trouver une façon? Entre autres. Vous avez vendu du chocolat, vous êtes Ben, promené c'est avec ça. une petite boîte dans le cou comme ça. Je me dans la rue. souviens, je m'étais dit, moi, j'aime ça organiser des débats. Alors, avec le Musée de la Civilisation qui avait cette magnifique salle qu'on appelle la chapelle de l'Amérique française. Sur le bord de l'eau, le musée sur le bord de l'eau? Non, elle est au séminaire de Québec. OK. Le musée de civilisation est sur le bord de l'eau. Là. Oui, c'est ça, mais c'est eux qui ont le Musée de l'Amérique française aussi qui sont responsables. Quoique là, ça va changer avec le Musée national d'histoire, je pense. Mais tout ça pour dire, c'est à côté de la basilique. Puis c'était vraiment une belle salle. C'est une chapelle. C'est une vraie belle chapelle construite au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Magnifique. Puis, on m'offrait cette salle-là gratuitement. Moi, je faisais payer les gens en disant au début, c'est pour aider Le Devoir. Puis, j'avais beaucoup de plaisir à faire ça. J'en ai organisé plusieurs. J'avais pas le temps de faire ça. C'est des débats mais sur je le sujet? faisais. Ah, mon Dieu, on a fait des super débats sur la fin de la langue française au Québec, sur l'article, sur les renvois en Cour suprême. Des débats parfois assez nichés, parfois plus grand public. Des invités incroyables. Là. Je me souviens, par exemple, sur la gauche et la droite, j'avais eu Françoise David, Jean-François Alizé, j'avais Marie Grégoire. Donc, on a organisé des formidables débats, vraiment. Sur les médecins, je me souviens, un des derniers que j'ai organisé. Donc, c'est ça, j'avais cette passion-là, même si je n'avais pas le temps de faire ça. Puis déjà, parce que au Devoir, j'avais le plaisir d'organiser aussi et de superviser c'était moi qui en étais le créateur, la page philo. Oui. Oui. Et dans la page, je m'occupais de la page idées. Puis dans la page idées, j'avais aussi au rez-de-chaussée une rubrique qui s'appelait les idées en revue parce que je trouvais que je voulais qu'on amène les revues parce que moi, j'ai cofondé là, avec mes amis Daniel Jacques, Daniel Tanguy, entre autres, en 1998, la revue Argument. Puis on se dit, on avait de la misère à percer, à faire parler de nous. Puis quand je suis arrivé à responsable de la page idées au Devoir, je me suis dit, je vais proposer ça. Puis c'est ça. C'est les deux idées que j'avais proposées. Donc, j'avais comme trois créneaux plus l'éditorial. Ça faisait beaucoup de travail. Oui, ça faisait beaucoup. C'était passionnant. J'aimais beaucoup ça. J'ai quitté, c'est ça, pour faire autre chose de passionnant, qui est créer le bureau d'enquête. On a eu un plaisir fou. Jusqu'à temps qu'il crée Cube. Puis là, il fallait comme que je choisisse
entre l'animation, j'ai animé une émission politique pendant 5 ans à Cube qui s'appelait Là-haut sur la colline. Je continue à faire des balados. J'ai eu le plaisir d'y participer, Ben oui, je d'ailleurs, sais, je me souviens. à quelques occasions. Je pense que tu es un bon gars, Antoine. Je pense que tu es un OK. gars. Ouais, non, mais c'est parce que ma question qui s'en vient est un petit peu difficile. Tu n'es pas obligé d'y répondre. OK. Moi, je lis Le Devoir depuis que je suis tout petit. Je le recevais à la maison. Puis quand on recevait La Presse et Le Devoir. Et quand j'ouvrais Le Devoir, tu sais, j'allais dans la section sport de la presse. Puis là, il y avait du rouge, il y avait des couleurs. Puis là, c'était comestible. Puis là, après, il y avait Le Devoir. Puis j'ouvrais ça, puis je me disais, ça, là, c'est inaccessible. Tu sais, ça, je suis trop jeune, peut-être que j'y arriverai jamais. Puis, T'avais quel âge, là? j'ai quoi, 14-15 ans. OK. 14-15 ans, mais je m'essayais quand même. Tu sais. Puis les années ont filé, puis à un moment donné, j'ai eu l'âge de comprendre toutes sortes de choses. Et j'ouvrais Le Devoir, et c'était encore un journal qui était intimidant. Tu sais. Et aujourd'hui, je sais pas, on dirait qu'il s'est passé quelque chose. On dirait que c'est un journal qui a moins le souci de. Ouais, t'as grandi aussi. J'ai grandi aussi, mais je pense que, tu vois, T'es devenu un littéraire me toi-même. vanterai pas. Je ferai pas semblant que je suis en train de dire que le journal n'a pas changé, c'est juste moi qui ai changé, puis que maintenant, je suis au-dessus de ça. Non, le journal a changé. Le Devoir est plus le même. Le Devoir est plus ce journal qui était réservé peut-être à une élite. Il me semble il y a des reportages sur des affaires un peu niaiseuses. Mais il y a des textes costauds encore. Ouais. Mais est-ce que oui. tu vois un peu où je veux en venir? Il s'est passé quelque chose au Devoir. Hey, c'est difficile, hein, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de menaces de désabonnement. Et c'est ça, c'est comme un club, Le Devoir. Je me souviens pas qui avait dit ça. Je pense que c'est Hélène Buzetti qui disait, tu sais, c'est un peu comme un club, Le Devoir. Les gens veulent être sûrs là, que ça reste conforme à l'idée qu'ils s'en font. Un club privé, oui. Non, mais c'est l'idée qu'ils s'en font aussi. Mhm. Alors, il y a toutes sortes de menaces. À tous les jours, il y a des gens qui menacent de se désabonner. Je me souviens, dès qu'on publiait trop à gauche, trop à droite dans la page idée, on avait toutes sortes. Mais ça reste un forum bien intéressant avec beaucoup de très bons reporters aussi. Tu sais, François Carabin, tu sais, je les nommerai pas tous, là, mais Stéphane Baillargeon est encore là, qui nous a fait une série sur le tatouage cet été. C'était remarquable. Et je veux dire, Mais c'est pas un journal rendu woke? ça serait trop simple, moi, je pense, de dire ça. C'est trop simple. Un journal, c'est très complexe aussi. C'est comme quand les gens disent à propos du Journal de Montréal, c'est le journal de PKP, une bande de souverainistes, indépendantistes. Oui, il y a beaucoup de chroniques anti-woke, mais il y a toutes sortes de choses. Il y a Laure Varidel qui est là. Il y a une diversité dans ces deux journaux-là. J'aime pas qu'on... Étiqueter, ça peut servir ça peut être infamant aussi. Vouloir... Donc, en fait, ça nous empêche même de réfléchir des fois. Il y a des choses qui m'agacent des fois dans le Devoir, mais il y a des choses qui m'agacent dans mon propre journal. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr, là, c'est... Mais c'est parce que moi, j'ai gardé, puis des fois, la mémoire de l'enfance nous donne une fausse idée de ce qu'était la vie, tu sais, mais j'ai le souvenir d'un journal qui acceptait l'idée d'une verticalité, c'est-à-dire que pour lire Le Devoir, il fallait avoir un certain statut. Puis ça ne voulait pas dire qu'on regardait les gens de haut, mais c'est que dans une société normale, il y a une verticalité, il y a les journaux plus populaires, puis il y a l'entre-deux, puis il y a aussi ce journal-là. Puis aujourd'hui, je ne retrouve pas ça dans Le Devoir. Peut-être que je me trompe. Ben, je sais pas, moi j'ai enseigné au cégep, si je faisais lire certains des textes dans Le Devoir, j'aurais des cris. Ben oui, mais t'as enseigné au cégep il y a combien d'années? Genre, il y a une vingtaine d'années, mais je veux Ben dire, oui. il y a encore des Moi, je te textes parle au du Devoir Devoir qui, aujourd'hui. selon moi, feraient réagir tu sais, très fortement, là. Pas dans le sens où les idées seraient rejetées, mais parce que ça, il y en a. Je veux dire, il y a un Patrick Moreau, par exemple, qui peut écrire dans la page idée qui est certainement pas un woke, là. Christian Rioux non plus, je pense. Non. Qui est un peu le chef d'opposition. Mais on verra s'il sera remplacé. Des fois, c'est ça que les gens disent. Ils disent, est-ce quand Rioux sera plus là, ils vont-tu... Jean-François Lisée qui est là. Il y a des critiques, des chroniques qui tirent énormément et
qui sont pas du tout conformes à l'étiquette Non, je comprends. qu'on fait du journal. Tu fais bien de le rappeler, tu sais, une étiquette, ça empêche de réfléchir souvent. Exactement. C'est dit, donc là maintenant, Exactement. y a Puis ça rien comme- m'énervait à l'époque, Ouais. quand j'étais au journal, de nous dire comment ça, tu sais, de recevoir un courriel, tu sais, comment cela est-il possible dans les pages du Devoir, comme si c'était, tu sais, ce soit trop à droite, trop à gauche, trop, tout le temps. Puis c'est bien parce que ça voulait dire aussi que les gens étaient attachés à l'institution, Mhm. mais je pense pas que l'institution soit complètement, tu sais, a changé. Elle a changé, mais elle n'est pas complètement autre. Non, je pense pas. Je t'ai Il y a, demandé il y si a tu une direction éditoriale qui est différente. Je pense que c'est vrai. Euh, Très différente de celle de Lise Bissonnette, différente de celle de Bernard Descoteaux. Non, puis le nouveau directeur assume donc une philosophie qui est la sienne, puis impose son style. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Je t'ai demandé si tu étais considéré journaliste, Qui n'est pas totalement en chroniqueur. rupture avec le reste non plus. Non? Tu vois une Pas continuité? toujours. Non? OK. Je t'ai demandé si tu étais journaliste, chroniqueur, comment tu te voyais. Tu as dit, je me suis toujours vu comme un reporter. Ouais. Des fois, il y a des... surtout au PQ, j'entends souvent Paul Saint-Pierre Plamondon reprocher aux journalistes de poser des questions qui seraient... qui dissimuleraient mal une opinion. Ouais. Est-ce que les journalistes ont des opinions? Mais non, mais c'est sûr qu'on a des opinions. Mais est-ce qu'ils les expriment dans leurs questions? Mais Toi, tu vois les gens travailler. Moi, si je te dis que je suis un reporter, c'est que oui, je ferais du journaliste d'opinion, puis j'ai des opinions, mais je suis pas un militant. Je pense que ça, je serais pas capable d'être un militant. Puis c'est peut-être une faiblesse, parce qu'à un moment donné, il faut choisir son camp dans la vie, puis il faut travailler pour des... Je me souviens de Gérard Bergeron que j'avais interviewé en 1995, je me souviens très bien. Il demandait un report du référendum, Gérard Bergeron, puis il m'avait sorti une phrase de Woody Allen: « Je n'accepterai pas de faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre. » Et c'est un peu cette espèce de... Puis c'est peut-être facile là, comme position, mais c'est aussi... Non, mais il y a aussi qui... La vérité est difficile à avoir. Et quand tu es militant, tu choisis une vérité, tu la défends, puis tu fonces. Tu sais? Est-ce que j'en suis capable? Moi, c'est pour ça que les gens me disent: « Ah, ben, t'es chroniqueur, bientôt tu vas aller en politique comme les autres, ou comme Alex Boissonneau, comme Bernard Drinville, tout ça. » Non, je pense pas, moi. Je ne serais pas capable. Je serais pas capable d'être dans un parti. Je serais fatigant, puis j'essaierais de voir, hey, ils ont raison de l'autre bord un petit peu, non? Tu sais? Mais c'est mon esprit qui est fait de même. Puis c'est pas parce qu'il est supérieur, parce que parfois, j'aimerais ça être capable. Très analytique. Ouais. Peut-être que j'aimerais ça, des fois, être militant. Des fois, ça serait le fun, tu sais, de choisir mon camp, de me battre. Peut-être que dans des moments de grande, tu sais, division dans la société, il va peut-être arriver un moment où je vais choisir mon camp, mais en tout cas... Tu le vois pas venir tout de suite. En fait, pour moi, ça serait très tragique. Là. Ouais. mais ma question, c'est, tu sais, mettons, là, vous êtes à assister à une conférence de presse d'un élu, puis là, il vient de finir, puis là, vous posez des questions. Toi, tu entends les questions. Là. Est-ce que des fois, tu sens une opinion dans la question? Puis là, tu te dis, ah, OK, ça vient de tel journal, on sait bien. Est-ce que toi, tu assistes à ça? Ça vient de tel journal, on sait bien. Moi, je dis pas ça. Je dis, ça vient de telle personne, on sait bien. OK. Il y en a je connais leurs opinions parce qu'ils sont... Tu sais, on les côtoie. Moi, ça fait 20 ans que je suis à la tribune de la presse, ça. Puis je connais pas mal les opinions. C'est un problème. Mais moi aussi, je vais poser des questions. Puis je vais avoir le droit de poser des questions parfois qui sont orientées. J'essaie de faire attention, mais tu sais, parfois je surprends parce que les gens pensent me retrouver dans un sens, puis je vais dans l'autre parce que je trouve qu'il y a un bon argument de ce côté-là. Est-ce qu'il faut Moi, j'ai un plaisir à l'Assemblée nationale. J'envoie des idées de réponses. Ah ouais? À qui tu fais ça? N'importe qui. Tout est bord, tous les côtés. Ah ouais? J'envoie des réponses. T'as pas pensé à répondre ça? Mais c'est un plaisir d'argumentation. Ben oui. Tu sais, ça m'est arrivé de tous les côtés.
Mais est-ce que des fois, quand on est... quand on fait souvent quelque chose ou quand on dit souvent, on pose souvent des questions d'une certaine façon, parce qu'on a une opinion, parce qu'on Ouais. a tous des opinions, est-ce qu'on n'est pas à un moment donné un petit peu, ne serait-ce que par hygiène, obligé de poser cette fameuse question qui fait finalement douter tout le monde autour de nous, à savoir, OK, on pensait qu'il s'en allait là, mais il est capable de revenir là. On est-tu obligé de la poser, cette question-là, pour être transparent? Non, mais je pense que là aussi, il faut être honnête, tu sais, parce que des fois, il y a des adversaires qui ont des bons arguments, là. Tu sais, puis il y a des gens qui sont pas nécessairement, tu sais, même, tu sais, je vois une conférence de presse de quelqu'un qui est qui est contre, mettons, la loi 96, la loi 101. Moi, je suis mon oncle 101. Moi, je suis vraiment pour la défense du français. Ben, des fois, c'est intéressant d'aller voir dans l'autre sens, c'est comme ça qu'on pense, là. Ben oui. Tu sais, quand on réfléchit nous-mêmes, là, tu sais, le dialogue que nous sommes, comme disait Hannah Arendt, si je C'est ne bien dit. m'abuse, tu sais, on est un dialogue, c'est en nous. Parfois, on va explorer des fois, ben si je pensais dans ce sens-là, est-ce que ce serait intéressant? Moi, je pense qu'il faut tu sais, je suis libéral de ce côté-là. Mhm. J'aime pour ça que j'aime la liberté d'expression très, très large. Tu sais, conçue de façon très, très vaste. Et, ouais. Comment ça a changé depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? Ça fait quand même une couple de décennies, hein, déjà. Il y a des choses 2 qui ont changé. décennies. 2 décennies de couple. Oui, oui, 2 décennies au Parlement. Mais Ouais. c'est vrai qu'avant, Ouais. j'ai fait du journalisme, mais c'était du journalisme différent. Ouais. J'ai fait, tu sais, j'ai été chroniqueur dans le cahier des livres d'abord, moi. J'écrivais sur les essais américains et français, qui était un plaisir extraordinaire. J'ai eu une chronique aussi sur le Canada anglais. J'ai comme commencé comme chroniqueur, c'est bizarre. Tu sais, je voulais être reporter. J'ai fait un stage à la presse après. J'ai fait mon stage en 97. J'avais 29 ans, 2 enfants. Puis, tu sais, après ça, c'est comme ça que j'ai pu dire à mes patrons, je suis capable de faire du reportage aussi. Tu sais, Il y a plein de choses qui ont je fais pas changé. juste du journaliste d'opinion ou de la recension littéraire, là, ou du journaliste d'idées. Moi, j'aimais ça faire des grandes pages dans Le Devoir, des grands entretiens. Mhm. On dirait que je continuais d'étudier, je pense. Ben C'est oui. ça qu'au début, Tu là, t'offrais ça. ouais, même si j'avais pas les moyens. J'étais père de famille. J'avais à peu près 4-5 jobs. Je dormais Ouais. pas parce que je préparais des cours la nuit ou j'écrivais des discours. Ah, mon Dieu. Mais il y a plein de Donc, choses qui ont changé dans ces années-là. Mais, tu sais, ouais, les gens ils disent souvent les réseaux sociaux. Je OK, trouve ça dans facile. les Je trouve ça 20 facile. dernières années, Ouais. là, ouais, l'accélération, c'est certain. C'est certain. C'est Ouais. certain. Écoute, ma première campagne électorale en 2007, tu sais, je fais un texte par jour, là. C'est rare que je vais le mettre à jour, le texte. Aujourd'hui, on est tous devenus des agenciers, d'une certaine façon. C'est comme si on travaillait tous pour... À l'époque, c'était des agenciers, ceux qui travaillaient pour des agences, la presse canadienne, qui, eux, retapaient leurs textes toute la journée. Nous, Moi, j'avais un texte, j'essayais d'avoir le maximum de nouveautés pour que le lendemain, le matin, là, dans le devoir, ben, il se passe quelque chose. Maintenant, tu as une nouveauté, il faut que tu la publies comme à... Tu as des heures dans la journée, là, c'est... Mais techniquement, qu'est-ce que ça a changé, ça? Parce que c'est intéressant ce que tu dis. Si tu devais accoucher d'un texte le plus précis l'heure de possible tomber. à l'heure de tomber, puis ça allait être imprimé le lendemain, ne veut pas, vous deviez Ça travailler coïncide différemment. avec un déclin de l'imprimé. Autrement dit, tu sais, moi, j'ai connu des heures de tombée pour la 2e édition du Devoir à 10 heures le soir. Et c'est plus possible là, de penser ça. Ben non. Maintenant, il faut que je remette ma chronique à 3 heures au journal. Les reportages doivent être remis au plus tard à 4 heures. Puis, tu sais, pour les résultats sportifs, tu as vu, on a des codes QR pour dire allez voir sur notre site. Je veux dire, sur le papier. Là. Oui, je sais, c'est fret en maudit. Là. Ben, c'est l'évolution des choses, mais ça fait en sorte que le journaliste, c'est ça, plusieurs fois par jour, il y a plusieurs moments qui sont comme ceux que je vivais au début. Moi, tu sais, mon 10 heures, là, ou 9h30. Ça dure pour la famille, ça, d'ailleurs. Ben oui. J'appelais ma blonde. Ah non, là, je viens d'avoir un dernier élément à ajouter à mon texte. Puis, aïe, aïe, aïe. Mais la langue de bois,
Ça a toujours existé, ça? Moi, je suis un féru d'histoire, je regarde beaucoup de documentaires, Ouais. beaucoup d'archives sur YouTube. Puis il me semble qu'il y avait des personnalités fortes. Puis en passant, jusque dans les années 80, 90. Puis aujourd'hui, on nous dit, tu sais, parler comme un politicien, la langue d'un Ouais. politicien. Écoute, j'espère qu'il ne se sentira pas blessé. J'ai interviewé Nicolas Marceau aujourd'hui. Oui, je l'ai Nicolas Marceau, entendu, la fin de ton entrevue. bon, ben, Ouais. Nicolas Marceau, tu sais, il va-tu revenir, il va-tu pas revenir? Puis j'y demande, puis il me répond en politicien. Fait que moi, j'ai dit, bon, ben vous Tu as l'avez posé encore. la question, est-ce que vous êtes le prochain ministre des Finances? Moi, je trouve qu'il aurait tellement pu répondre, ben, je suis l'ancien, j'ai été ministre des Finances déjà. Il Il aurait pu avoir cette pirouette-là. Mais en même Mais temps, non, ça- là, on a senti Ouais. effectivement, qu'il patinait un peu. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on les entraîne désormais, là. Ça a changé, On a ça. toujours été entraîné. Peut-être l'entraînement est un peu comme l'entraînement au hockey. C'est sophistiqué. Bon, ouais, c'est ça. Je pense que Guy Lafleur s'entraînait, mais entre deux puffs de cigarette. Ben oui. Ben oui. Puis il n'y avait pas de casse à la tête. Alors, aujourd'hui, oui, il n'y avait pas de casse à la tête, puis il n'y avait pas les gyms, puis les salles d'entraînement d'aujourd'hui, puis la bouffe, puis tout ça. Alors, c'est la même chose, je pense, pour l'entraînement à la langue de bois. Aujourd'hui, tu as vraiment des gens qui sont sophistiqués là, dans la langue de bois. Mais comment tu vois ça? Mais Parce on peut que casser ça assez facilement là, aussi. Là. moi, il y a des jours où je me dis c'est un affront de ne pas répondre à une question quand on est un élu. Il y a d'autres jours où je comprends, on me l'explique, on me dit exactement pourquoi ça fonctionne comme ça. Puis, je suis un peu Mais des fois, ils divisé. ne peuvent pas toujours répondre, puis toute vérité n'est pas de bonne à dire en politique. Puis ça, je peux comprendre. À nous à trouver la bonne question aussi. Là. Ouais, non, mais attends une minute, Antoine, je veux dire. Il y a des il y a des bonnes et questions- des mauvaises questions, mais des fois, quand quelqu'un s'est mis en tête qu'il n'allait pas répondre, Mais il y a des répondra pas. questions qui sont comme un jeu d'échecs quand on met l'autre échec est mat. C'est-à-dire, des fois, ils disent oui, on a une nouvelle. Ils disent non, on a une nouvelle. Il faut aussi raffiner nos questions. Mais c'est bien, c'est intéressant. J'entends souvent mes collègues au Salon Bernard Lalonde, puis c'est très légitime, là, je ne les critique pas, mais dire j'aimerais vous entendre sur tel sujet. Ben non, je ne veux pas l'entendre sur tel sujet. Moi, j'aime mieux la question qui est comme un coin quand on fend du bois, là, tu sais, tu mets un coin, puis après ça, tu tapes sur le coin, puis là, ça fend. C'est ça la bonne question. Mais c'est difficile à trouver parfois quand on a justement, c'est du bois, la langue de bois, fendre la langue de bois. C'est ça qu'il faut. Comment tu prépares tes questions, toi? Et souvent, il faut de la précision. Puis il faut qu'on ait une connaissance de ce qu'il a dit dans le passé. Est-ce que la personne se contredit? Est-ce que il faut avoir une idée de la sous-question? Il faut. C'est comme un interrogatoire, là. Je dis, les avocats qui font des interrogatoires dans le tribunal, ils sont formés aussi. Là. Et je pense que c'est ce genre de choses-là que, entre nous, entre nous, reporters, on s'entraide aussi. C'est qui J'ai déjà vu, moi, en 2007, je me souviens, Jean Charest ne voulait pas répondre à la question s'il allait témoigner devant la commission Grenier sur Option Canada. Ouais. On était en campagne électorale. Je me souviendrai toujours, on était à la papeterie Kruger à Trois-Rivières. Gros investissement qui annonce. C'est douteux d'ailleurs parce qu'il est à la fois premier ministre et à la fois chef de parti. On est en pleine campagne. Et là, avant la conférence de presse, on dit là, toi, tu vas poser cette question-là. On s'est carrément. Puis là, les gens vont dire hey, vous voyez, c'est dégueulasse. Ben non, c'est parce qu'on voulait la vérité. On voulait une réponse. On l'a eu. Mais, il a fallu arriver, il a fallu s'organiser. Puis il faut s'entraider aussi. Des fois, tu as ton collègue qui vient te poser une question, puis le politicien n'a pas répondu. Ben, il faut. Ah, mais je rebondis sur la question. On fait ça aussi. Mais c'est bon, moi, je trouve que c'est. Les politiciens n'aiment pas ça. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire ah, voilà, vous faites du. Comment ils appellent ça? Une espèce de
de complot, mais non, Ouais. c'est Ben non, c'est pas ça. ça. On Puis, cherche. des fois, la vie est juste bien faite. C'est pas. Faut insister aussi, tu sais, faut insister à avoir une réponse. Puis... C'est qui le politicien que tu as interviewé ou en tout cas à qui tu as posé une question qui était le plus fun à interviewer? Parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui sortait. Il y a plusieurs types de plaisir. OK, on est dans la gastronomie, là. Ça Il y a dépend. plusieurs types de plaisir. Tu sais, comme au cinéma, tu vas voir un film d'action, puis tu as du plaisir. Puis des fois, tu vas voir un film très, très intellectuel, puis tu as du plaisir aussi. Du Gavras, là. Donc, oui, c'est ça, Costa Gavras. Tu sais. Mais prenons un peu les plaisirs un par un. Écoute, je me souviens que Jean Charest, c'était un plaisir. C'était vraiment un grand plaisir. Parce que, oui, c'est un joueur. Souvent, les politiciens sont des grands joueurs. Et, tu sais, Jean Charest disait, avant l'affaire Machuré, là, mais jadis, il disait un politicien qui n'aime pas les médias, c'est comme un poisson qui n'aime pas l'eau. Mhm. Et donc, il acceptait cette espèce de jeu-là. Puis, donc, c'était très agréable avec lui. C'était souvent frustrant parce qu'il trouvait une façon. Je me souviens une fois, je m'étais réveillé. Moi, je me réveillais la nuit dans les chambres d'hôtel en me disant là, je l'ai la question. Je m'écrivais la question. Puis une fois, il y a un type, Patrick Bourgeois, le polémiste souverainiste, qui avait RRQ, là. publié un livre sur Jean Charest pendant la campagne électorale. Puis là, j'avais concocté une question, je l'avais écrite pour être bien sûr, là, parce qu'avec Jean Charest, il fallait vraiment qu'elle soit... c'était de l'orfèvrerie. Là. Et je l'avais écrite, puis il n'avait pas le choix. Là. Il ne pouvait pas s'en sortir. Monsieur, il m'avait juste dit « Je ne peux pas commenter, M. Robitaille, parce que j'ai pas lu le livre. » J'étais là « Oui, mais... » là, je sais pas de quoi vous parlez. Tu sais, C'est d'une banalité, c'est d'une simplicité, mais c'est incroyable. C'est intelligent. Et il s'est fait prendre une fois, Jean Charest, avec la question la plus simple par le journaliste qui, malheureusement, décédé, dont le nom m'échappe, mais qui avait habituellement des longs préambules. Et cette journée-là, il avait dit à Jean Charest, « Avez-vous lu le rapport? » C'était le rapport du Chesneau. Puis, Jean Charest avait été obligé de dire non. Là, vraiment, cette fois-là, c'était une belle joute, je veux dire, journalistique qui avait été surpris qu'il n'y ait pas un long préambule et juste avec une question simple. Là, cette fois-là, il s'était fait prendre. Est-ce qu'il y a des gens que tu as interviewés et tu as eu l'impression que tu n'as jamais eu droit à une seule réponse? Où ça a toujours été tricoté de façon à rien. Mélanie Joly. Mélanie Joly. Vide. Non, pas vite, mais très habile à plein de faux fuyants. Et la seule fois où j'ai réussi un peu à avoir quelque chose, c'est que j'y avais cité son livre. Et il y avait quelque chose dans son livre où son livre est très, très curieux. J'ai fait une autre entrevue avec elle, puis j'ai reparlé de son livre. Et elle venait d'être nommée ministre des Affaires étrangères. Puis j'avais dit que dans son livre, elle plaidait pour une sorte de gouverne mondial. Et j'ai dit, c'est quelque chose, ça. Alors là, je me souviens, on avait eu comme une discussion, puis la deuxième fois, j'avais sorti un autre élément de son livre. Puis là, après, au téléphone, après qu'on ait... Tu sais comment ça marche, Cube, tu te fermes la ligne, puis moi, c'était balado, donc c'est un enregistrement, donc on pouvait se parler après. Puis elle m'a dit, j'espère que tu ne me parleras plus jamais de mon livre. J'avais trouvé drôle. C'est bon, ça. Parce que il y avait comme un décalage avec son action politique. Elle, particulièrement, pas particulièrement, mais elle a un parcours quand même assez étonnant quand tu regardes qu'est-ce qu'elle a pu faire. C'est très difficile de percer la langue de bois. Là. Les femmes en politique, oui. ça, quand tu as commencé, il y en avait sans doute un peu moins, quand même.
Il y en a de plus en plus. En tout cas, c'est Il y l'objectif. en avait quand même. En 2005, c'était pas si... Non, mais il y en avait moins. Il y en avait moins que. Ouais. Normalement, il y en a moins en 2005 qu'il y en a en 2025. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que ça a changé? C'est en 2018 qu'il y en a eu le plus, je crois. Oui. Ouais. Les Parité, première fois, parité, c'est avec la CAQ, Mais il y a premier toutes mandat. sortes de femmes. Moi, j'aime pas quand on dit. Je me souviens une fois, j'avais eu comme une prise de bec avec Michel Courchaine parce qu'elle avait dit. Elle avait été nommée, je pense, que c'était en 2008, 2000 2007 ou 2008. En tout cas, elle avait été nommée ministre, puis on y avait demandé qu'est-ce que ça. Elle dit ça peut amener des valeurs plus humaines. Là, j'ai dit ah oui, j'ai dit ça veut dire que moi, là, puis mon genre, là, on amène des valeurs moins humaines. Là. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Je voulais dire. Puis j'avoue que moi, ce discours-là, puis j'ai fait ma thèse de maîtrise avec Diane Lamoureux, qui est une féministe, puis que j'estime infiniment. Puis, tu sais, j'ai beaucoup appris sur le féminisme à l'époque. On avait appris une chose, c'est que il fallait se battre contre l'essentialisme. Puis, Une femme, c'est de même. Un homme, une c'est de femme, même. c'est de même, un homme, c'est de même. Mais évidemment, parce que les traditionalistes vont dire une femme, c'est à la maison, puis tu sais, elle joue pas au hockey, puis bon, si une femme qui veut jouer au hockey, ben qu'elle joue au hockey, qu'elle fait casser, tu sais, franchement. Donc, c'est ça aussi en politique, il y en a de toutes sortes. Est-ce que ça a changé quelque chose? C'est sûr que c'est facile pour un homme de dire ça, par contre. Ça, c'est ça que les féministes me diraient. Je sais que ma collègue Jocelyne Richer a écrit un livre Oui. très percutant. Et ça m'a un peu déstabilisé parce que moi, je pensais que c'était un combat gagné. Mais c'est peut-être une perspective d'homme parce que il y avait toutes sortes de, de- d'anecdotes. Il y a toutes sortes d'anecdotes dans son livre qui montrent qu'il y a encore des pas à faire là, vers l'égalité. Vraiment. Euh, puis, c'est ça. Ce livre-là m'a bouleversé. Donc, Mais en même temps, Antoine, qu'est-ce que ça a changé? C'est bien dur à dire. ouais, mais en même temps, tu vois, regarde, moi, je ne considère pas que j'essentialise la femme si j'affirme tout de même qu'une femme, ça ressemble généralement à une femme, puis un homme, c'est un. Tu sais, c'est-à-dire, il y a des trucs qui sont masculins, des trucs qui sont féminins. Tu sais, je ne pense pas que ça soit d'essentialiser les individus que de dire ça. D'ailleurs, si tout le monde était indifférent, ben, ça n'existerait pas une femme ni un homme. On ne pourrait pas fermer les yeux puis s'imaginer une femme. Parce qu'on aurait. Toutes les femmes qu'on aurait rencontrées dans notre vie nous auraient toujours surpris. Tu sais, parce que. Donc, mettons, le fait qu'on parle autant d'intimidation aujourd'hui des élus, le fait qu'on parle beaucoup de respect, la nécessité qu'il y ait du respect, c'est pas les femmes qui ont apporté ça? Ils sont durs entre elles, hein? Alors, écoute, Moi, je le j'ai vois à pas. l'Assemblée nationale, puis il y a des phrases, des fois, tu sais, genre, une femme dans l'opposition va dire à une femme ministre, avez-vous fait votre revue de presse? Voulez-vous que je vous explique, tu sais? Qu'est-ce qu'on dirait d'un homme qui dirait ça à une femme? Puis elles le disent beaucoup aux hommes aussi. Hein, Ruba Gazal elle est bonne là-dedans. Je me souviens une fois, Ruba Gazal, j'avais posé une question, puis elle m'avait dit quelque chose, puis on avait eu comme un échange. Ça fait très longtemps, lors de sa première candidature. Et là, elle avait écrit sur Twitter, Robitaille m'a fait du mansplaining. Mais je pourrais sortir à peu près 20 de ces questions récentes qui pourraient être considérées comme du woman's planning Ça n'existe pas, ça. contre François Legault. Ben, c'est plus complexe. Je sais pas. Est-ce que ça a amené plus de respect, je veux dire, plus de dénonciation de l'intimidation? Peut-être, puis ça serait une bonne chose. Ben Parce oui, que, c'est ça. Ben je sous-entends. Moi, je suis même pas en train c'est pas pamphlétaire pendant toute mon affaire, mais tu sais, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'importance de bien s'exprimer, de ne pas mettre de violence dans nos propos. On parle de mater l'intimidation. Il y a une loi là, contre l'intimidation des élus. Je me suis demandé, moi, si ça venait pas des femmes tu sais, qui sont arrivées là, puis qui, en passant, en subissent Sauf, peut-être plus oui, aussi de ça. sur les réseaux sociaux, je pense que c'est très, très dur pour les femmes parce que c'est automatiquement sexualisé. Ouais. C'est pervers, au sens, tu sais, les attaques dont elles font l'objet. Tu sais, moi, on va me traiter de suppôt, comment on dit ça déjà, de laquais de PKP. Oui.
Est-ce que c'est le Des cas? trucs comme ça. Traité avant, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais être le laquais Ouais. de PKP, c'est moins C'est moins dégradant dur qu'être que une la petite pute. cochonne, une Ouais, petite c'est cochonne, ça. une Ouais, c'est petite ça. suceuse, tu Ah ouais, sais, non, il en y a ça, arrière. là. Ouais. Il y a ça, là. Qui est-ce qu'elle a sucé pour se Au début, ramasser moi, là, je là? trouvais que tout le monde était dur envers tout le monde. Puis j'ai compris assez vite que je pense que les femmes, c'est plus dur pour elles là, sur X puis sur. C'est vraiment tough. Ouais. Euh, Qu'est-ce que les citoyens ne C'est peut-être savent pour pas? ça qu'il y a plus de dénonciation de l'intimidation. Ben non, mais c'est ça, mais Ouais, c'est mon hypothèse. c'est ça. C'est pas encore une théorie, mais je la vérifie quand même avec quelqu'un qui est sur le terrain comme toi. C'est qu'est-ce que les citoyens ne savent pas de la politique que toi, tu sais? Les citoyens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas. Toi, tu es citoyen, mais tu travailles là-dedans. Ils savent pas à quel point ces gens-là veulent changer les choses pour le mieux. Ils savent pas à quel point ces gens-là sont souvent très dédiés à une cause. Je trouve il y a une perception, c'est bien trop péjoratif, bien trop négatif, la façon dont ils regardent les politiciens, malheureusement. Donc, ce qu'ils savent pas, c'est... Et c'est ça, il y en a des fois là, qui sont très, très méchants. Là. J'aimerais ça les amener là, par le chignon à l'Assemblée nationale. Viens faire, viens faire un tour, là, puis va voir ce qu'ils subissent, ce qu'ils ont comme objectif quand ils arrivent en politique. Tu sais, il y a beaucoup de bons qui se fait aussi, là, beaucoup de bonnes choses qui se font. Ça, ils ne savent pas, peut-être pas assez, parce que peut-être c'est de notre faute aux médias. Ben, c'est ça, je m'en On met allais l'accent là. sur Je m'en allais là, là. tu sais, un train qui arrive à l'heure et Un bon il n'y a pas de article. nouvelles. Mais quand même, on met l'accent sur des belles choses aussi là, dans les médias. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est quand ça retrousse. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça une nouvelle, hein? Mais en même temps, tu le notes que c'est peut-être une bonne, donc une partie de la Peut-être qu'on a une responsabilité. part de Ouais. responsabilité. Est-ce que vous en parlez des fois, entre vous autres? Parce que, tu sais, l'image d'écrire un texte sur un train qui est arrivé à l'heure, elle est suggestive, elle est intéressante, mais en même temps, il n'y a pas de raison de ne pas écrire un texte quand quelque chose va bien. Il n'y a pas de raison d'écrire ce texte, de ne pas écrire ce texte-là, mais d'écrire forcément un Mais il y a texte. aussi tout un journalisme qui célèbre tu sais, les victoires, les succès. Il y a ça, là. Ouais. Tu sais, on voyait beaucoup ça, notamment dans l'actualité. Tu sais, telle personne a proposé telle chose et ça marche. Puis là, t'as tout le, tu sais, et ça marche. Mais tu c'est sais, minoritaire quand même. Ben, je pense. Non, je pense Non? pas. Il y a des. Non, je pense Je pense que que c'est dans nos 50-50. médias, on va faire des portraits de gens qui ont. Mais pas des politiciens. Peut-être pas assez des politiciens parce que là, peut-être que le reporter a peur de se faire dire que il est comment j'ai dit tantôt, le laquais. Le laquais, ouais. Le laquais du parti libéral ou parti québécois ou Québec solidaire, ouais, c'est ça. J'ai deux dernières questions pour toi. Ouais. Toi, tu as des sources. Il y a des Oui. gens qui t'écrivent, Oui. des fois. Pourquoi ils font ça? Ben, pour que la vérité éclate. Pour embêter l'adversaire. Puis, toutes les motivations sont bonnes pour appeler un journaliste. C'est au journaliste à bien vérifier si l'information que la source lui donne est vraie et juste, puis c'est d'intérêt public. Mais prenons par exemple mettons un élu, là, je dis n'importe quoi, OK? Un élu du Parti libéral du Québec qui n'est pas satisfait de Pablo Rodriguez. Il dit ça n'a pas d'allure, il n'est jamais là, il n'est pas élu, on n'a pas élu le bon gars. Faut que ça sorte, Robitaille. Toi, quand tu reçois cet appel-là, j'imagine que, ou ce texto-là, tu te dis, oh, c'est le fun, j'ai quelque chose, il ne se passe pas grand-chose ces Ben temps-ci. oui. Après, est-ce que tu te demandes des fois jusqu'à quel point c'est responsable de la part de quelqu'un de faire ça? Tu sais, il devrait Ben, régler ça à l'interne, il devrait en parler avec ses... Toi, tu ne te poses pas ces questions-là? Toi, tu as un texte à écrire, puis c'est parfait. ben oui, on se pose des questions, là, mais on vérifie aussi. Tu sais, on va aller chercher une deuxième source. OK. On va aller voir. J'ai écrit sur la crise autour d'Émilise Ouais. Lessard-Terrien. Oui, c'est vrai.
C'est moi le premier qui a écrit là-dessus. C'était On nous mentait, on nous disait qu'elle était malade. Je pense qu'elle avait effectivement une sorte d'épuisement professionnel, puis c'est une vraie maladie, je veux pas la diminuer. Mais en même temps, ça s'accompagnait ou ça se doublait de vraies frustrations qui étaient. C'est pas à moi de dire si elle était légitime ou non, ou si elle avait raison ou non. C'est qu'il y avait tout un courant dans Québec solidaire qui n'était pas content de la manière dont on traitait la co-porte-parole. Puis, peu importe ce que je pense, moi, j'ai exposé cette fracture-là. C'est. C'est ton travail de faire ça. Oui, c'est notre travail, bien sûr. Je pense que ça a crevé un abcès. Il faut crever les abcès aussi, là, tu sais. À la limite, c'est peut-être même mieux pour ce C'est pour parti-là. ça qu'on aime la liberté d'expression. On crève des abcès. Tu sais. Mm-hmm. On parle tantôt de politique. On dit il y en a qui s'amusent. Il y a comment ça s'appelle, le banquet, l'événement là, où ils se font Oui, le banquet de la tribune. Le banquet de la tribune de la presse. Il y a de l'humour à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui s'apprécient les uns. C'est humain, ben oui. Oui, tout à fait. Puis il y a des gens qui s'apprécient d'un parti Transpartisanement. à l'autre. Oui, oui. Il y a un référendum, peut-être, qui s'en vient à la suite, éventuellement, d'une élection du Parti québécois. Quelle sera la question? C'est pas ma question, en tout cas. Ma question, Antoine, c'est tout ce climat-là que tu connais si bien, que tu es capable de me décrire avec précision. C'est quand même un climat, bon, j'exagère peut-être, mais bon enfant, dans la mesure où, oui, on part à la guerre des fois. Ben, attends une minute, là, c'est parce que... Bon enfant? Ben, je trouve qu'il n'y a pas, en tout cas, de grands affrontements là, qui... ben, je trouve, là, de l'extérieur. Écoute, dans un pays tranquille, le Québec, quand même. Là. Oui, oui. OK, non, je dis pas qu'il n'y a pas d'hostilité entre les partis. Déchirements entre les partis. Oui, OK, d'accord. Mais mon point est que on va passer à un niveau supérieur dans une campagne référendaire. Là. Les amitiés entre les individus, peut-être que ça sera plus ça. L'humour, il y en aura peut-être plus. Ça t'inquiète-tu, toi? Comment tu Non, vois je ça? pense que la démocratie québécoise, dans le passé, a montré que, tu sais, on a fait un référendum en 95. 94% des gens ont voté, t'imagines? C'est des scores. Quand ça arrive, ça, souvent, c'est qu'on est dans des dictatures. Et là, 94% des gens ont voté. Il y a eu un peu de grabuge le soir du référendum. Je m'en suis souvenu en regardant les émissions. Ça ne m'avait pas marqué. Là. Il y avait eu un feu de poubelle. Puis quelques gens un peu frustrés qui ont marché dans la ville. Si peu. Mais vraiment, non, c'est ça, la démocratie québécoise. Mais je parle pas des gens. C'est quand même une très vieille démocratie. Je parle ma question était peut-être pas. Je pense qu'on a une bonne culture démocratique. Je parle des politiciens qui sont capables de se parler, qui sont capables de rire les uns avec les autres. Moi, je te dis dans un. D'accepter les résultats aussi. Tu sais, chez nous, on accepte les résultats, puis on félicite celui qui a gagné, puis c'est notre culture. C'est une culture qui est très enracinée. Quoique moi, je pensais que c'était la culture au sud de la frontière, puis finalement, on a vu ça dégénérer. Tu sais, quand tu penses à des personnages comme... à l'ère d'Obama, tu avais le républicain qui disait ben bravo, monsieur le président, vous avez gagné, puis tout ça. Ça a dégénéré assez vite. Oui. C'est épouvantable. Donc, c'est ça. Il faut cultiver la culture. Il faut cultiver notre culture démocratique. Ça, c'est important. Si on ne veut pas que ça soit comme... pas perdre cette hauteur de John McCain qui disait à ses partisans de ne pas traiter Obama d'une chose ou d'une autre. Oui, quand on lui disait qu'il n'était pas né ici. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, moi, je pense qu'il faut cultiver... Il faut vraiment travailler cette culture-là pour qu'elle demeure. Et on l'a. Ça serait terrible là, si quelqu'un de mal intentionné ou un esprit malveillant... parce que souvent... Ces gens-là, quand ils ont du succès, ils entraînent tout le monde dans leur pathologie. Puis ça, c'est triste. Puis là, on perd la culture. Ouais, moi, je trouve qu'aux États-Unis, c'est ça qui est en train d'arriver. On perd une espèce de culture de la gentilhommerie, de la démocratie, être capable de dire vous avez gagné, qu'est-ce que tu veux? Je me suis bien battu, bravo.
Hey, c'était beau, ça, là. Ben oui, c'était vrai que c'était beau. Là, c'est-tu encore possible? On verra. Tu vas être là, en tout cas, pour nous le rapporter. Merci, Antoine Robitaille. Au Québec, j'espère que c'est pas fini. Merci, Antoine Robitaille. Je te fait libère, plaisir. laquais de PKP. Oui, c'est ça. Va te pavaner et te rapporter. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, ben, c'est très simple. Vous pouvez partager, commenter. Le bouche-à-oreille, ça fonctionne encore. Parler du balado, il commence à prendre une place de plus en plus intéressante. Si vous voulez nous soutenir financièrement, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Il y a Patreon, le lien est dans la description. Sinon, ben, vous pouvez vous abonner, nous rejoindre sur la communauté YouTube. Vous allez sur le bouton « Rejoindre ». Ça va vous donner accès aux épisodes 3 semaines d'avance ainsi qu'à du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, à mardi prochain. Ciao.